Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode des Design Bento Box. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui n'ont pas l'habitude de suivre les Design Bento Box, donc je suis Jordan, chargé de communication au Laptop. Le Laptop qui est un centre de formation au métier du design. Je vous glisse, pour ceux qui ne nous connaissent pas, le lien dans l'onglet chat. Ce qui me permet d'ailleurs de vous parler des petits onglets que vous avez en bas à votre droite. Donc vous avez l'onglet chat qui vous permet d'échanger. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot, nous dire comment vous allez, d'où est-ce que vous venez. Vous avez l'onglet sondage aussi, où il y a des sondages auxquels vous pouvez répondre si vous en avez envie. Pareil, on vous demande comment vous allez, est-ce que vous connaissez les Design Bento Box. Et certainement l'onglet le plus important, c'est l'onglet questions, qui vous permet de poser vos questions. Si vous avez des questions pour nos intervenants du jour, c'est ici qu'il faut les poser. Si vous n'avez pas spécialement de questions à poser, je vous encourage quand même à aller voir cet onglet parce que vous pouvez voter pour les questions des autres. Et comme ça, à la fin de l'événement ou parfois en cours, on répondra à ces questions dès qu'on en aura l'occasion. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Carole qui anime ce Design Bento Box. Et puis, bon épisode à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler justement des jeux qu'on peut utiliser en entreprise, donc de manière assez large. On va parler de design, mais pas que. On verra qu'on pourra élargir un petit peu parce que les jeux s'utilisent dans pas mal de disciplines. Donc, aujourd'hui, on a donc Alexandre, Lionel et Antoine. Donc 3 personnes qui utilisent donc les jeux justement pour dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc on va faire un petit tour de table. Ensuite on va commencer à aborder un petit peu le sujet. Et puis n'hésitez pas, comme disait Jordan, de poser vos questions dans l'onglet questions ou de voter pour les questions des autres personnes. Alors on va commencer peut-être le tour de table. Alors je commence dans l'ordre des vignettes. Donc Alexandre, tu dois passer en premier. Quelle chance! Bonjour à tous, du coup c'est Alexandre Duhard, je suis consultant en gamification et cofondateur de Feedback, une boîte du coup qui fait de la gamification. Et donc j'utilise les jeux dans des ateliers que j'anime avec mes clients et parfois leurs utilisateurs pour intégrer donc des mécanismes de jeu à leur projet. Et du coup, je conçois aussi de temps en temps des jeux. Donc on parlera un petit peu de tout ça tout à l'heure. Du coup, Carole, à qui je passe la main? À Lionel. Allez, Lionel, à toi. Bonjour à tous, alors moi c'est Lionel Saru, fondateur de Numan. Je suis coach professionnel, coach agile et facilitateur en intelligence collective. Et je vais vous parler de jeux dans le contexte de mon activité qui sont finalement à la frontière entre le design, en tout cas toute la gestion de groupe qu'on peut avoir, qu'on soit dans le coaching, qu'on soit dans le coaching agile, qu'on soit dans la facilitation. Voilà pour moi et du coup je passe la main à Antoine. Merci. Hop, merci Lionel. Donc moi je m'appelle Antoine Blanchard, je suis créateur de Kalinoco, je suis consultant indépendant en UX tout terrain, aussi bien client, collaborateur que citoyen pour des projets numériques ou non. Et comme les amis qui sont présentés juste avant, j'utilise également les jeux aussi bien en phase de recueil, de recherche utilisateur, que après en phase de design. On vous en dira plus tout à l'heure. Eh bien, merci à tous les 3 et donc je vais finir par me présenter aussi. Donc Carole Lémet, donc j'anime donc les Design Bento Box depuis quelques mois. Je sais même plus quand est-ce qu'on a commencé. Et donc pour chaque numéro, on traite un sujet. Donc si vous voulez voir d'ailleurs les anciens numéros, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube du Laptop. Donc on traite autant comment passer un bon entretien d'embauche, que qu'est-ce que c'est que le design UX, etc. Et donc là aujourd'hui, on va parler de jeux. Et moi donc j'ai un parcours plutôt de designer UX, mais qui se transforme de plus en plus depuis plusieurs années en facilitatrice. Et donc j'utilise aussi des jeux dans le cadre de mon activité. Alors, du coup, après cette petite présentation, la première question que j'aimerais poser aux invités, c'est d'expliciter un peu plus précisément dans quel cadre professionnel vous faites de la facilitation, notamment avec les jeux. Qu'est-ce qui veut commencer à échanger? J'y vais. Allez. Alors moi, ce qui me concerne, donc j'interviens en entreprise. J'interviens de 2 manières, soit sur des notions un peu design quand même, qui sont de la recherche utilisateur, qui sont la phase amont de la création d'un produit.
Et dans ce cas-là, je peux travailler sur un certain nombre d'outils, avec un certain nombre d'outils et des groupes surtout. Et sinon, sur la partie facilitation, c'est forcément donc en collectif, au travail, avec des travails sur la vision, sur la cohésion, sur la communication, sur tout sujet qui sont liés au bon fonctionnement et à rendre plus opérationnel et fluide et efficace un collectif. Voilà. Voilà pour moi. Super, merci. Allez, Si tu veux, je Alexandre, peux prendre. Ouais, je vais prendre la suite. Allez. Allez, on va se jeter la balle au fur et à mesure. Voilà. Du coup, dans mon cas, j'utilise les jeux, je pense, sur deux typologies un peu d'activités différentes. Je commence par celle dont je pense que je vais le moins parler aujourd'hui, qui sont les formations, que ce soit formation présentielle ou à distance. J'essaie d'utiliser des jeux de temps en temps pour changer un peu le rythme de la formation. Et assez souvent, les jeux sont utilisés aussi pour vérifier que les apprenants du coup, ont bien retenu certaines notions. Ça, c'est un truc qui se fait assez souvent dans les formations, mais voilà, donc je fais ça. Et le moment où, par contre ça revient le plus, parce que c'est plus central dans l'activité, c'est j'anime assez souvent des ateliers avec des personnes qui ont donc des enjeux de gamification. Et du coup, on utilise des outils qui permettent de plus facilement en fait, travailler certaines étapes du processus. Et il se trouve que assez souvent, c'est des jeux, donc notamment des jeux de cartes. Et donc ces jeux-là sont vraiment là pour rendre en fait plus simple, généralement, plus guidé, et en même temps booster un peu la créativité des participants. Donc on utilise soit des jeux qui existent déjà, soit on crée des jeux qui répondent à notre besoin. Voilà. Du coup, Antoine, tu prends la suite? Hop. Pour ma part, j'ai envie de vous parler de deux jeux pour raconter comment je suis tombé dans les jeux d'un point de vue professionnel. Initialement, la réflexion elle est venue en phase de recherche utilisateur, où j'avais envie d'avoir un support pour aider à de l'expression de besoin. Et dans le cadre des quelques petites investigations que j'avais pu mener, je suis tombé sur deux jeux frères, qui sont l'expression des besoins, dont vous avez ici un exemple de carte à travers la carte verte, et le langage des émotions, dont vous avez un exemplaire à travers la carte orange que j'ai ici dans la main, qui sont tous deux des jeux qui nous viennent de Belgique, qui sont édités par le Planning Familial belge et qui à l'origine sont conçus pour aider les adolescents à s'exprimer dans cette phase un peu tumultueuse de leur vie. Et en fait, il se trouve que ces deux jeux, je vous partagerai tout à l'heure les liens pour vous les procurer depuis une boutique de Belgique dans le chat. Ces deux jeux, ça constitue des super supports d'expression, bien entendu, de comment est-ce que vous vous sentez, un ressenti, aussi bien que de quoi auriez-vous besoin, prise de température au niveau des besoins, sachant que les deux, émotions et besoins, s'auto-alimentent un peu comme qui est le premier le fou de la poule. Et donc, pour moi, ces deux jeux, vraiment, ça a été une révélation de me dire, mais en fait, il existe un tas de matières, de supports, d'outils qu'on va pouvoir utiliser comme ça. Et à partir de là, j'ai commencé à en chercher d'autres, aussi bien pour nourrir donc la recherche utilisateur, que petit à petit après aussi pour intervenir dans des phases davantage de design. Voilà pour répondre à la question de Carole. Et j'en profite pour vous partager deux liens tout de suite via le chat. Merci beaucoup pour vos réponses. Quant à moi, je me rappelle plus bien quand est-ce que j'ai eu le déclic comme Antoine, mais c'est vrai qu'au départ, je les utilisais plutôt avec parcimonie, plus dans des icebreakers ou dans des choses comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un réel moyen d'accéder à un autre niveau de données quand on faisait des ateliers. Et en fait, il y avait des jeux, mais que j'utilisais, mais plus des jeux qui étaient conçus pour l'entreprise et dans un cadre vraiment professionnel. C'est plutôt ça que j'ai commencé à utiliser dans un premier temps. Et après, j'ai utilisé aussi des jeux grand public en fait qu'on peut acheter, voilà, pour jouer avec ses enfants ou quoi. Et du coup, et je me suis dit ces jeux-là, ils peuvent être détournés
pour un cadre professionnel. Et en fait, je trouve que quand on utilise les jeux, on accède encore à un autre niveau d'information qu'on n'a pas forcément quand on peut poser des questions un peu comme ça, autour de table, ou voilà, choses beaucoup plus classiques. Donc c'est en ça que je trouve que les jeux sont très intéressants. Et je les utilise vraiment pour plusieurs types d'activités. Donc, comme disait Alexandre, il y a la formation. Clairement, la formation, il y a beaucoup de choses que je fais par le jeu, parce que du coup, je pense on accède à autre chose et on peut aussi retenir de manière, plus percutante aussi que dans quelque chose de descendant, et cetera. Donc là, c'est plus construire des choses à travers des jeux. Et puis également, sur tout ce qui est accompagnement, des clients en atelier de co-conception, en atelier, voilà, pour les accompagner justement sur des problématiques design. Donc ça, c'est un petit peu les cadres d'utilisation. Du coup, je me demandais si vous aviez des exemples précis dans lesquels vous auriez utilisé des jeux. Je crois qu'Alexandre, tout à l'heure, tu parlais d'un exemple précis. Peut-être que tu pourrais partager ça avec les personnes qui sont présentes pour donner une idée concrète de qu'est-ce que c'est les jeux en entreprise. Un exemple précis. Je me souviens plus lequel je partageais Tu comme parlais ça. des RH. Ah oui. Ou tu peux parler effectivement. d'autre chose si tu préfères autre chose. Non, mais c'était effectivement une question du coup posée Antoine sur le fait d'utiliser les jeux sur tout ce qui est recrutement. Parce que du coup, j'avais une mission avec une boîte d'assurance sur ces questions-là, de comment on fait en fait pour rendre plus attractif un process de recrutement et faire en sorte que du coup des jeunes diplômés aient envie de travailler en fait dans une entreprise, surtout si le sujet de l'entreprise est peut-être moins sexy, typiquement assurance versus conseil. Peut-être qu'il y a plus de gens qui trouvent le conseil sympa parce qu'on a l'impression que voilà, c'est peut-être, je sais plus valorisant ou plus exotique, j'en sais rien. Bref, cette boîte d'assurance, du coup, m'avait demandé de creuser un peu le sujet. Et en fait, on a eu une réflexion vraiment sur tout le parcours de recrutement, comme on peut le faire du coup sur, par exemple, un projet d'UX d'application. On regarde le parcours sur l'application et on essaye de déterminer les endroits où il y a des freins potentiels, en tout cas des endroits où du coup potentiellement les personnes qui vont postuler sont moins engagées. Et en fait, on s'est rendu compte que sur ce process de recrutement, un des gros problèmes, c'était effectivement le fait de rendre attractive du coup la boîte d'assurance. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant en faisant de la veille de faire appel à un prestataire en Belgique qui propose des escape box. Donc en fait, c'est quelque chose qui ressemble à l'escape game, mais qui est sous un format boîte. Donc c'est déplaçable et c'est assez intéressant du coup quand on a besoin de se déplacer, de ne pas avoir une salle qui fait 20 mètres carrés avec soi et plein d'énigmes et de murs, etc. Donc on était parti sur l'idée effectivement de concevoir une sorte d'escape box, qui serait là du coup pour à la fois attirer les participants sur des stands ou ce genre de choses. On cherche voilà, des entreprises qui ont envie de nous recruter, et à la fois ça puisse montrer un petit peu l'état d'esprit de la boîte d'assurance, qui est du coup Great Place to Work, ce genre de choses, et qui a une très bonne ambiance en interne, qui font pas mal de gens en interne, etc. Et du coup, c'était un assez bon match, effectivement, de montrer voilà, les facettes de l'entreprise autrement que via une communication corporate ou des flyers ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de faire ce pas de côté-là quand on a envie de montrer des choses différentes et du coup, d'ici de se différencier, clairement. Oui, ça me fait vraiment penser à. J'étais allée au Web Today justement là en juin, et en fait il y avait des stands d'entreprise, et sur les stands d'entreprise, mais c'était assez impressionnant, il y avait des jeux un peu partout quoi. Donc j'avais l'impression que les entreprises elles recrutaient à chaque fois, elles voulaient recruter des talents, et il y avait des jeux sur tous les stands, et j'ai l'impression que c'est vraiment aussi les jeux sont de plus en plus utilisés pour la marque employeur. J'ai l'impression qu'il y a aussi vraiment ce côté-là, marque employeur, au-delà de la facilitation classique, qu'on peut trouver. Je sais pas si vous avez vu d'autres choses, dans cet univers-là aussi, tous les 3? Ouais, puisqu'on est en train de parler jeu orienté côté collaborateur en entreprise, j'ai envie de citer un autre exemple. Peut-être certains d'entre vous connaissent Totem.
totem. Le but, c'est de se tirer le portrait les uns des autres dans une équipe de travail, quelque part, et un peu à la manière de Bison Futé, notre mascotte du trafic routier. Son nom est composé d'un animal et d'un adjectif. Avec les cartes de totem, vous voyez, on va composer donc des totems animaliers avec ce type de cartes. Il y a à peu près 80 cartes côté animaux et autant côté qualité. Et l'idée, c'est à l'issue d'un projet ou lors d'un point intermédiaire, eh bien, ensemble, entre nous, si par exemple Carole, Alexandre, Lionel, Jordan et moi, on constitue une équipe, eh bien, lorsqu'on fait une partie de jeu, on pioche des cartes et c'est non pas nous-mêmes qu'allons nous tirer notre portrait, mais on va tirer le portrait des autres. Et le but, c'est de se jeter des fleurs, en quelque sorte, pour souligner quelque chose qu'on a apprécié chez les gens avec qui on a travaillé. Et c'est un jeu que je trouve assez puissant. Et tu parlais de Carole, vraiment d'adoption de jeux à grande échelle. Je le cite aussi, ce jeu-là. Pourquoi alors, il est canadien d'origine, ce jeu. Je sais qu'une entreprise en France comme Kiabi l'a généralisé dans ses différents magasins pour que les équipes puissent justement s'offrir ces cadeaux avec l'aide de ce jeu. Et un tas d'autres entreprises suivent le pas, ou d'autres structures, y compris publiques. Et je trouve que ce jeu, en ce sens-là, pour offrir des fleurs, gagne vraiment à être connu et recèle un réel potentiel. Mmh. Ouais, je te rejoins Antoine. D'ailleurs, c'était toi qui m'avais fait découvrir ce jeu il y a quelque temps et du coup, bah, je l'ai acheté, je l'ai utilisé de nombreuses fois et j'aime beaucoup aussi l'utiliser en formation parce que du coup, en fait, vers la fin de la formation, je demande justement aux gens de se jeter des fleurs et les gens, en fait, ils s'arrêtent plus. C'est-à-dire que je leur dis: «Bon, vous piochez une carte» et puis en fait, ils ont: «Ah vas-y, on continue» et et ils s'arrêtent plus et ça crée une bonne ambiance et tout et ça permet aussi de se dire: «OK, on est là ensemble, on peut collaborer, on peut prendre la suite de la formation ensemble» et c'est, vraiment un super jeu et après il y a aussi, bah, des gens qui l'utilisent aussi, en famille, voilà aussi dans un cadre privé, donc il est très très intéressant. Est-ce que Lionel, toi tu avais des exemples, côté employeur ou? Pas comme vous les avez mentionnés. Après, dans ce que vous exprimiez, en tout cas dans le chat, là, il y a Julie qui expliquait qu'elle avait déjà été dans un entretien où on lui a demandé de tirer une carte. Et tout ce qui est photolangage, j'ai envie de dire, c'est un peu l'outil de base, sans dire que c'est basique, parce que c'est pas du tout basique. Mais c'est pour moi l'outil de base d'introduction avec un nouveau groupe pour leur permettre de rentrer dans un atelier ou dans une journée de séminaire par le biais de avec quoi j'arrive, mais avec la métaphore, en prenant un personnage. Et j'aime bien utiliser l'imagerie de Dixit, qui est vraiment très variée, très enchantée. Enfin, ça dépend comment on prend les choses, mais qui fait qu'avec une même carte, on peut vraiment voir des dizaines ou des centaines de choses différentes qui font que c'est la personne qui va vraiment y mettre quelque chose. Donc le côté carte métaphorique avec tout ce qui est jeu de photolangage, c'est quelque chose que je trouve super et j'en vois l'efficacité et du coup, je suis pas étonné. Par contre, je suis heureux de voir que ça existe en entretien d'embauche. Je suis pas étonné que ça apparaisse à ce moment-là, en fait. Mmh. Du Est-ce coup, que peut-être tu peux expliciter plus, ce que c'est le photolangage peut-être pour les personnes qui savent pas oui. trop, en quoi Alors ça le consiste? photolangage, il consiste, c'est un jeu de photos. On a, je sais pas, une cinquantaine, une centaine de cartes. La manière dont je le pratique. Alors ces photos sont soit enfin, ces cartes sont soit des photos représentant euh, une scène, un objet, une émotion, le temps, soit des dessins. Donc Dixit, ce sont des illustrations. C'est vraiment artistique. Et en tout cas, ça amène la métaphore. C'est-à-dire que quand on prend une carte, c'est assez inspirant. La manière de pratiquer, on positionne les cartes, en tout cas moi c'est la manière dont je fais, je positionne toutes les cartes sur une grande table et je demande à chacun, par exemple si on prend un petit groupe de 10 personnes, de tourner autour de la table et je leur pose une question, par exemple, avec quelle humeur arrivez-vous aujourd'hui? Le truc de base. Je les laisse se tourner et ils choisissent la carte avec les yeux en fait. Et une fois que tout le monde a choisi sa carte, je demande à ce qu'ils prennent la carte, on se met en cercle. Alors là, soit chacun a une carte différente, soit plusieurs personnes ont choisi la même carte. Du coup, de fait, je leur demande de se rapprocher aussi. Donc il y a aussi, il peut y avoir un jeu aussi les personnes apprennent à se connaître ou se retrouvent choisies
par le hasard ou par les choix qu'elles ont faits. Et ensuite, on fait un tour simplement pour ouvrir la conversation et chacun exprime son humeur au travers de la carte, ce qu'il a vu. Et du coup, il y a l'aspect métaphorique, il y a l'aspect aussi, c'est la personne qui s'exprime, mais au travers d'une image. Donc, il y a une forme de facilité parfois à poser la parole plus rapide en tout cas. Et ça marche très, très, très bien. Donc là, je parle de l'humeur, mais on peut poser ça sur plein de choses, avec quoi j'arrive, mon intention de la journée. Alors l'intention de la journée, quand on démarre un séminaire avec le photolangage, c'est extraordinaire. Parce que ça permet de désamorcer les catastrophes annoncées, quoi. Moi, ça m'est arrivé, mais plein de fois. Donc, quelqu'un qui est un peu grognon, normalement, il va prendre la carte qui va bien et ça permet d'aller en parler. Le fait qu'il en ait parlé, il passe à autre chose et tout le monde passe une bonne journée. Et voilà, c'est aussi ça qui est super. Mmh. Ouais, carrément, enfin super, super intéressant et du coup, en plus, je trouve que c'est aussi des outils qu'on peut utiliser autant en présentiel qu'en distanciel. Du coup, Ah j'en oui, avais oui, mis tout à pas fait, mal oui. à dispo aussi, sur des tableaux virtuels et cetera pour, choisir sa carte et cetera et vu que ce sont juste des images, qu'elles sont en 2D, bah, du coup, ça marche très bien aussi pour du distanciel. Donc Mmh. pas de crainte à les utiliser, dans ce cadre-là non plus. Super. Est-ce que du coup, vous aviez d'autres situations dans lesquelles, vous utilisez on a parlé pas mal de collaborateurs et cetera. Est-ce qu'il y a d'autres cadres dans lesquels vous utilisez les jeux? Moi, j'aimerais en partager un petit qui est assez universel, puisqu'il s'agit d'un jeu pour décomplexer des participants ou des stagiaires, donc on pourra avoir lors d'un atelier ou lors d'une formation, sur l'usage du crayon, puisque souvent on peut être amené à conduire nos participants à prendre un stylo pour dessiner quelque chose, une idée, peu importe un peu le contexte, mais tout le monde n'a pas cette aisance dans l'usage du stylo. Et je trouve que un petit jeu qui peut présenter un intérêt en guise de petit échauffement, c'est Contour, où le but n'est pas d'avoir à représenter un objet le plus fidèlement possible, mais plutôt de le faire deviner aux autres à travers une économie de traits. Et en l'occurrence, comme c'est indiqué, vous avez le droit jusqu'à 15 traits maximum. Ce sont que des traits droits, pas de courbes. Et donc, vous devez représenter la carte, enfin l'objet qui est indiqué sur votre carte. Et donc ce jeu, je trouve, c'est un super petit échauffement avant un exercice de dessin un peu plus conséquent. Le but, c'est de montrer qu'on a tous quand même une certaine capacité en nous et entre nos mains. Et après, vous pouvez vous servir de ceci comme introduction à un exercice de storyboard ou autre exercice que vous êtes habitué à utiliser en design thinking ou dans plein d'autres situations. C'est un super bon passe-partout. Ouais, Voilà. donc là, tu parles, vraiment plutôt de conception et d'échauffement à la conception. Est-ce que vous avez d'autres, outils que vous utilisez dans ce cadre-là, pour aider les gens à concevoir, à trouver des idées, des choses comme ça? Bah, moi, j'utilise un peu toujours, c'est l'enseignement du laptop avec je sais plus combien, les 36 ou les 52 cercles, là, je sais plus combien il y en a, mais à chaque fois, je change le nombre. C'est une page, vous le connaissez ou pas? Non, moi je connais pas. Non? Ah ouais? C'est une page, vous prenez une page A3 sur laquelle vous prédessinez des cercles. Donc il y a 5 rangées de je sais plus combien, peu importe. Et la consigne, c'est que chacun, donc chacun a sa page. La consigne, c'est de remplir chaque cercle, de dessiner quelque chose dans chacun des cercles et d'en faire le plus possible. Et en fait, dans l'ouverture à la créativité, je le trouve génial celui-là. Alors, il y a le côté crayon que tu donnais, Antoine, qui fait que si tu passes les consignes du style on n'est pas tous des artistes et c'est pas le sujet, on y va, etc. Et puis, il y a aussi le côté ceux qui s'appliquent à mettre bien ce qu'il faut dans un cadre, dans un cercle en l'occurrence, et ceux qui sortent du cercle. Donc il y a ceux qui vont faire des chenilles avec les cercles, donc ils vont relier les cercles. Il y a ceux qui vont faire des vélos, etc. Et, on voit de tout, et c'est un outil qui. Alors après, je fais des murs d'inspiration où tout le monde vient poser son dessin. Et ça, c'est un exercice que je fais assez systématiquement quand je parle dans de la créativité pour libérer un peu les freins qu'on peut se mettre tout seul ou les croyances sur le fait qu'on a besoin d'être un artiste pour faire un dessin, etc. quoi. Et alors, Yes. toi, Lionel, tu parlais de libérer, donc rouvrir le champ des possibles. À l'inverse, parfois, on a besoin de resserrer
Ah oui, des fois, il faut refaire. La créativité vient pas forcément quand on a trop d'options possibles. Et parfois, on se prête à des exercices de créativité sous contrainte. Et avec Carole, je voulais juste citer un jeu qu'on a déjà expérimenté lors de l'une de nos journées ludiques au boulot. Ce petit jeu, il est tout simple. Le voici. Ça s'appelle 52 personnages qui ont fait l'histoire. Donc, comme le nom l'indique, une carte égale un personnage historique. Il se trouve que dans ce jeu de cartes-là, c'est surtout des personnages masculins. Mais pas de panique, il existe une version exclusivement féminine de ce jeu. Et pourquoi est-ce que ce jeu il est intéressant? Parce qu'on va pouvoir projeter les participants d'un atelier ou les stagiaires de l'une de nos formations dans l'idée de faire à la manière d'eux ou penser à la manière d'eux. Et comme là, le support, il est préexistant, il est très facile à utiliser. La plupart des personnages sont bien connus et reconnus du public. Et donc, par exemple, hommage à la reine d'Angleterre, je pioche bien, étant donné la problématique au sujet de laquelle on travaille, comment aurait réagi ou qu'aurait fait Elisabeth II? Vous avez 10 minutes. Voilà comment on peut l'utiliser. Oui, c'est clair. Il y a plein de jeux comme ça qui existent pour la créativité. Moi, j'aime bien aussi ceux-là. Donc, c'est pas des cartes, c'est des petits cubes. C'est des dés, en fait. Donc, ça s'appelle Storycube. Donc, il existe plusieurs collections. Il y a plein de collections. J'ai les rouges, j'ai les bleus, il y a plein de couleurs. Et en fait, sur chaque cube, vous avez des petits personnages qui font des choses. Mais après, on peut les interpréter comme on veut, en fait. Donc les personnes, elles voient ça, elles se disent, tiens, qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il fait telle ou telle chose. Donc c'est assez... Enfin, c'est pas hyper, hyper figuratif, compréhensible. Voilà, ça peut s'interpréter vraiment de manière très différente. Et en fait, le but du jeu, ça peut être de dire, tiens, on vous donne tant de dés et vous pouvez créer une histoire à partir de ces situations, à partir de ces personnages que vous allez réinterpréter avec votre propre imaginaire. Donc pour sortir un petit peu du cadre, donc là on n'est pas forcément en train de converger, mais plutôt en train de diverger sur justement des situations. Et ce que j'aime bien, c'est que comme on peut en prendre plusieurs, par exemple on peut en prendre 3, on peut se dire qu'il y a un début à l'histoire, un milieu et puis une fin. Et puis faire une petite histoire, par exemple. Ce qui permet aussi d'avoir un point de vue aussi chronologique. C'est quelque chose qui est parfois oublié, la chronologie dans les phases d'idéation. Donc quand on trouve de nouvelles idées, parfois on ne pense pas à trouver des idées chronologiques. Et je trouve qu'ils sont bien parce que voilà, ils sont pas trop, enfin un peu comme les cartes Dixit dont on parlait, on vous a mis des exemples dans le chat. C'est pareil en fait, les cartes Dixit, on peut les interpréter comme on veut. On voit un arbre, par exemple, sur une carte, on peut se dire tiens, ça me fait penser à l'écologie, tiens, ça me fait penser à la croissance, tiens, ça me fait... Voilà, on peut interpréter comme on veut. Et c'est ça qui est intéressant, et je trouve que sur ces cubes-là, c'est un peu la même chose. On peut interpréter comme on veut les cubes. Et puis il y a le côté physique. Et je vais vous mettre dans le chat, on m'a dit qu'il existait une version en ligne, donc je ne savais pas, mais on peut tirer les dés en ligne aussi. Je vais essayer de vous la retrouver. Alexandre, toi, tu avais des choses à partager? Ouais, en parlant de chronologie, ça m'a fait penser à un jeu que j'ai à côté de moi, du coup, qui s'appelle Timeline. Alors c'est pareil, il y a plein de versions différentes, mais le principe, c'est qu'on a des cartes sur une thématique. Donc là, moi, la thématique, je crois, c'est les inventions dans l'histoire. Donc par exemple, j'ai le premier vol en montgolfière, j'ai la création de l'encyclopédie, ce genre de choses. En fait, sur chaque carte, on a un verso, du coup, où on a donc, le contenu de la carte, et sur le recto, on a en fait la date de l'invention. Donc c'est un jeu qui est très sympa pour apprendre des choses sur les inventions, mais qui peut être facile à détourner pour travailler sur typiquement l'organisation de son atelier de facilitation. Imaginez, vous faites un atelier avec plein de personnes, vous avez 2 jours, vous avez plein d'activités et de sujets différents à traiter, vous pouvez les mettre sur des cartes et en préparation, du coup, essayer de les organiser dans le bon sens. Et du coup, vous pouvez soit le faire de façon collaborative, soit le faire chacun de votre côté, partager un petit peu comment vous avez organisé votre propre atelier. Donc, c'est un truc qui est assez sympa à faire, notamment en formation aussi, pour regarder un peu comment d'autres personnes pourraient imaginer organiser un atelier, par exemple, ou une prestation du X. Et je dis prestation du X parce que c'est une façon, je trouve, assez intéressante de détourner
du coup, le jeu de cartes de la Grande Ourse, activité du X, où du coup, c'est un jeu de cartes qui permet de voir un petit peu différentes activités qu'on peut faire en tant que UX designer sur différentes typologies, donc par exemple les phases de recherche, les phases d'atelier, etc. Et quand on est en amont d'une prestation ou tout simplement d'un process de conception X, on peut se poser la question de dans quelles étapes, enfin quel ordre on fait justement les différentes étapes qu'on a envie de faire. Et donc je trouve que le jeu de cartes qui regroupe du coup ces différentes activités est une bonne façon justement de travailler ça en atelier et de façon collaborative. Donc voilà, Timeline et les cartes d'activité UX, je trouve que c'est des outils assez pratiques à utiliser. J'aurais envie de rebondir sur ce que vient de dire Alexandre, puisque j'ai envie de faire un lien sur le même éditeur d'un des jeux, puisque Alexandre vient de présenter à l'instant un jeu donc type d'outil en UX, le jeu bleu de la Grande Ourse, et que la Grande Ourse, agence web UX parisienne, édite également d'autres jeux, dont j'ai ici un autre exemplaire, qui est celui des cartes des biais cognitifs. Alors, plusieurs acteurs se sont déjà exercés à réaliser un jeu de cartes sur des biais cognitifs. En l'occurrence, celui-ci, je trouve qu'à ce jour, en tout cas en français, en francophone, est un des plus aboutis, un des plus intéressants à mon sens, où vous y trouverez 59 biais. Et pour chacun des biais, l'intérêt, c'est que vous avez au regard des différents métiers qui ont attrait à l'UX, un petit tag sur chaque carte pour dire attention, si tu fais telle activité, ce biais-là, eh bien, il faut t'en méfier en priorité. Là, par exemple, vous voyez, on a une carte qui est donc le biais de stéréotype. Et en bas, on a des petits tags pour dire, si tu fais de la recherche utilisateur, de l'analyse ou de la conception, c'est typiquement des phases ou des moments ou des rôles lors desquels tu dois te prévaloir et te prémunir contre ce biais. Et donc, je trouve que c'est un petit jeu assez intéressant. Et j'exposais tout à l'heure, avant le début de cette discussion aujourd'hui tous ensemble, avec les autres participants, que je me suis amusé à le détourner et que j'ai créé un graphique en toile d'araignée. Le but, c'était de permettre, lors d'un atelier, j'avais préparé une quinzaine de biais, que chaque participant, à l'issue de la présentation d'un biais à l'ensemble des participants, eh bien, note la dangerosité, quelque part, de chacun des biais par rapport à son métier. Dans quelle mesure ce biais-là, je dois m'en méfier dans mon quotidien, et ce qui donne lieu ensuite à des gabarits, des modèles de tracés avec des liens d'une famille de métiers à l'autre. C'est assez intéressant à débriefer, à décrypter. Voilà pour cet autre jeu de la Grande Ourse. Ouais, la Grande Ourse, ils ont aussi il y a le jeu des émotions aussi qui est pas mal. Du coup, on a plusieurs émotions qui sont décrites. Donc, des jeux des émotions, il en existe quelques-uns sur le marché qui sont assez intéressants. Toi, tu présentais une version en particulier, Antoine, mais il en existe d'autres. Donc, c'est très intéressant, autant pour, comme on disait, pour un début d'atelier, pour essayer de voir un petit peu dans quelle ambiance se trouve l'équipe qu'on a en face, mais aussi on peut pour potentiellement les utiliser, par exemple, lors d'une expérience map. On est en train de construire une expérience map et on peut se dire, tiens, à quel moment l'utilisateur a telle ou telle émotion. Et puis pareil, ça peut être utilisé aussi en entretien utilisateur. Moi, j'ai déjà fait pour un projet où j'avais pas beaucoup le temps, mais j'ai voulu expérimenter des trucs. Donc en fait, au lieu de faire un entretien utilisateur très classique, juste avec des questions ouvertes, etc., j'ai fait l'entretien en plusieurs temps. J'ai fait d'abord l'entretien, donc c'était plutôt des questions ouvertes, plutôt classiques, etc. Et puis à un moment donné, je leur ai demandé, par exemple, de dessiner comment est se représentait la structure pour laquelle on travaillait et sur laquelle on allait devoir améliorer les choses. Donc en fait, ils ont dessiné un petit peu, ça faisait une sorte de carte mentale de comment est se représentait la structure. Donc c'était très intéressant parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient vues de la même manière en fonction des personnes que j'avais en face. Et j'ai même utilisé en fait les cartes Dixit pour leur dire, OK, comment est-ce que vous percevez l'ambiance qu'il y a à travers cette structure. Et donc ça permettait vraiment d'aller un cran plus loin, plutôt que de juste dire des mots,
Là, ça permettait de... Par exemple, il y avait une carte avec un petit chimiste. Donc, il y avait des personnes qui disaient, moi, ça me fait penser justement à l'alchimie, quelque chose de créatif, etc. Donc, ça permettait vraiment d'aller un cran plus loin. Donc, on peut aussi expérimenter des choses avec des formats qui sont plutôt utilisés classiquement. Donc là, c'était vraiment cool. J'étais contente de ce que ça avait pu donner. Il y a une question de Stéphane. J'adore la question. Alors, je vais la lire. Rencontrez-vous des freins dans vos ateliers stratégiques avec du top management? Ah oui. Comment avez-vous fait pour le dérisquer? La perception, c'est pas du travail, votre rex respectif. Donc oui, effectivement, comment on fait quand on a des personnes qui peuvent être un peu réfractaires, un peu classiques avec des méthodes plutôt classiques? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ouais, je veux bien y aller là. Vas-y. Ça m'intéresse. Alors ça, c'est un grand classique et c'est pas si simple. Moi, je dirais qu'il faut y aller par étapes, peut-être tenter des choses un peu simples au début, notamment sur tout ce qui est icebreaker ou enfin tous les exercices qu'on peut faire en entrée où des fois on peut aller sur du décalage. Et j'aurais envie de vous dire à tous ceux qui pourraient se poser cette question, c'est que il faut oser en fait. Paradoxalement, moi à chaque fois je me suis enlevé cette croyance que je pouvais pas faire bouger ce genre de gens-là avec une cravate et un costard. Alors c'est parce qu'on a une cravate et un costard qu'on n'est pas capable de jouer. Mais il y a le côté on n'est pas là pour c'est du travail, on n'est pas là pour jouer. Je l'entends trop souvent et très souvent. Et en fait, en les emmenant dans le décalage, à partir du moment où l'intention qui a été posée sur le jeu que vous êtes en train de faire est bonne par rapport à ce qui est le pourquoi tout le monde est là, en fait, ça fonctionne très bien. Et donc le faire une première fois, parce que du coup, ils n'ont jamais expérimenté, ça va les mettre en confiance et derrière, vous pouvez imaginer aller beaucoup plus loin. En ce qui me concerne, moi, j'ai un de mes dadas, c'est de jouer avec les Lego en entreprise. Donc, c'est pour ça que je souris à cette question, parce que la première question, cette remarque, je l'ai, mais allez, 9 fois sur 10. Donc, il y a les personnes qui me connaissent déjà, sur lesquelles ils sont en confiance, et ils disent, bon, allez, on fait confiance, on y va. Donc, j'ai eu ces cas-là, mais là, ça veut dire que j'avais lien avec ces personnes, donc c'est pas significatif par rapport à la question. Et sinon, c'est de faire des petits essais, des petits jeux, pour leur faire voir la puissance, par exemple, de ce genre d'outils métaphoriques. Par contre, je pense qu'il faut pas hésiter à aller au-delà. Faut pas forcer les gens, bien sûr, mais il faut pas hésiter à aller au-delà de l'impression de c'est pas du travail. Bah oui, c'est bien sûr, mais on est là pour avancer sur vos sujets, il n'y a pas de problème. Par contre, le fait de se décaler, le fait d'avoir un peu de pédagogie, ça peut permettre aussi à chacun de se détendre sur les sujets, de libérer la parole, d'oser dire, et donc d'aller plus loin et donc d'atteindre le résultat qui était attendu sur le pourquoi on est tous ensemble. Ouais, je te rejoins complètement, Lionel. Moi, j'ai la même technique que toi, c'est que je commence plutôt soft, avec des choses plutôt, voilà, pas trop dures, pas direct les grosses cartes Dixit dans tous les sens, etc. Parce que je sais que les cartes Dixit, parfois, elles peuvent faire un peu peur. Donc, j'ai d'autres cartes, par exemple, qui sont les cartes Pick-It. Et en fait, c'est des cartes avec des petits pictos dessus. Ça fait beaucoup moins peur pour les gens qui sont pas habitués à ces jeux où, du coup, il y a des petits pictos. Donc là, j'ai un petit bateau. Là, bon, une seringue, c'est un peu moins joyeux. Une aubergine. Voilà, j'ai vraiment une guitare, etc. Donc, comme c'est figuratif, c'est juste des schémas très simples. C'est des petits pictos. Ça fait déjà moins peur. Donc, je commence avec des choses comme ça. Ou bien, au lieu d'avoir une carte avec plein d'humeur qui laisse à se découvrir assez, on se met un peu à nu, j'utilise plutôt, moi, le mur des humeurs. Je vais vous envoyer dans le chat pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est en fait un dessin où en fait dessus il y a plein de petits bonhommes qui sont dessinés. Un petit bonhomme qui est ronchon, un petit bonhomme qui est content, qui fait la fête, etc. D'autres qui s'entraident. Ça fait beaucoup moins peur parce que c'est encore un petit peu scolaire. Et du coup, ça peut les permettre justement d'enclencher des exercices beaucoup plus puissants par la suite si je le vois. Je me prévois parfois aussi des plans B en me disant bah tiens, si je vois que finalement ils sont chauds,
je fais des trucs un peu plus osés, et que si jamais non, ils sont pas voilà dans l'ambiance, du coup on va calmer le jeu avec des choses un peu plus soft. Et puis il y a autre chose qui est très important, je pense aussi, c'est que dès que vous faites des actions, dès que vous avancez dans votre atelier, il faut faire souvent des débriefs et des retours d'expérience. C'est-à-dire prendre du recul sur l'activité qu'on vient de faire. Ok, donc là on a fait ci, ça, on a joué avec des cartes pour trouver de nouvelles idées, nanana. Ok, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on a retiré de ça, etc. Et du coup, les gens voient qu'on avance et que les éléments qu'on a faits vont servir le but final. Donc dire à chaque fois, faire des rappels, le but final, ok, là on a fait ça, ça va nous permettre ensuite à la fin d'arriver à tel résultat, et justement faire prendre conscience aux gens du chemin qu'on a fait. Et en fait, une fois qu'ils ont confiance dans le process, parce que du coup ils ont vu comment on avait avancé, là ils nous font confiance et on peut aller un cran plus loin dans dans le jeu en fait. Exactement. Du coup, Alexandre et Antoine, vous avez peut-être des choses aussi à partager sur ce sujet? Ouais, comme je disais dans le chat, les débriefs après les jeux, en fait, c'est super important. Notamment quand les jeux sont un peu, comment dire, immersifs ou décalés, et que les participants peuvent avoir des fois des difficultés à revenir du coup sur le concret et sur le pourquoi on a fait le jeu. Donc c'est vrai que c'est assez important d'utiliser les débriefs. Par rapport à la question, en tout cas sur les freins, sur les ateliers stratégiques, de mon côté, ça arrive assez rarement, dans le sens où généralement quand on fait appel à feedback, c'est justement parce qu'on est déjà un minimum convaincu de l'aspect jeu, et on essaye du coup de faire du travail de sensibilisation en amont des ateliers. Là, typiquement, en début de semaine prochaine, je co-anime 2 jours de sprint avec un client sur les sujets de gamification, et on a organisé un webinaire en amont pour que les gens puissent découvrir un peu plus c'est quoi la gamification, pourquoi on va en intégrer du coup sur le produit, qu'ils puissent poser des questions, etc. Et de toute façon, après, pendant le sprint, il y a régulièrement des moments où, si on utilise des jeux, on explique pourquoi on les utilise, même en dehors du coup du débrief. Après, moi, je pense que j'ai été pas mal rassuré sur le fait que il y a quelques années, c'était un des premiers ateliers que je concevais sur mesure avec pas mal de jeux. Donc j'ai construit une sorte de jeu de rôle avec une carte gigantesque, dans le sens où elle faisait quasi 2 mètres sur 2 mètres, qui représentait du coup les territoires de la Picardie, avec Amiens métropole notamment bien au centre, vu que c'était le client. L'idée était de voir un peu en fait comment on pouvait se déplacer en Picardie, si on habitait à Amiens ou dans les environs. Et on est parti sur quelque chose vraiment de l'ordre du jeu de rôle, où les gens ils ont des cartes, ils ont des objectifs, ils vont faire des calculs sur les cartes, etc. Et donc sur l'atelier d'une heure, en fait, ils doivent comprendre quels sont les meilleurs trajets possibles pour leur personnage. Et le public était super varié, c'est-à-dire qu'il y avait des étudiants, il y avait des collaborateurs de la collectivité, il y avait des partenaires, il y avait des retraités, il y avait des élus, il y avait des personnes qui du coup travaillaient dans le monde de la mobilité, et tous étaient réunis de façon assez aléatoire dans les différents groupes qui participaient à cet atelier. Et je me disais justement comment ça va se passer avec certains publics qui pourraient être plus difficiles, on va dire. Et en fait, ça s'est super bien passé. Tout le monde a vraiment adoré le support et le fait de pouvoir discuter. Et ce qui était assez marrant, c'est que du coup, le décalage du jeu a permis qu'il n'y ait pas trop de problématiques sur le fait de discuter de mobilité, alors que c'est un sujet qui est un peu complexe. En plus, politiquement, à Amiens Métropole, c'était un sujet vraiment complexe à ce moment-là. Et du coup, le décalage s'est fait au fur et à mesure. En fait, les gens ont commencé à discuter de plus en plus en fait de leur pratique de la mobilité, pas seulement de leur personnage. Et du coup, c'était assez enrichissant. Et en fin d'atelier, il y a le vice-président de la région Hauts-de-France à la mobilité qui m'a dit mais c'est super, parce qu'en fait là, on n'a pas perdu du temps à juste écouter un expert parler de mobilité. En fait, on a vraiment discuté, on a vraiment réfléchi et tout ça. Et du coup, il me disait qu'il préférait qu'il y aurait plus d'ateliers comme ça que les assises classiques de la mobilité auxquelles il avait l'habitude. Donc je me suis dit, en fait, ça me rassure, en tout cas sur le fait qu'on peut utiliser le jeu avec plein de publics différents. Et après, bien sûr, tout dépend de comment on le présente et du contexte aussi dans lequel on le déploie. Mais du coup, ouais, ça m'avait pas mal rassuré là-dessus. Ouais, ça me fait penser un peu vraiment au côté aussi inclusif aussi. Moi, il y a pas très longtemps, là, j'ai animé aussi un atelier avec des personnes en situation de handicap. Et c'est pareil, vu que tout était gamifié, c'était pas autant gamifié
toi ce que tu présentes, Alexandre, parce que j'ai pas ton niveau d'expertise en gamification, mais en tout cas, j'avais inclus des jeux tout au long de l'atelier. Et en fait, le fait que ce soit des choses accessibles comme les dés là dont j'ai parlé, etc., et qu'il y avait des moments où en fait ces personnes-là étaient expertes dans leur domaine, et puis ensuite on avait la pluridisciplinarité aussi, il y avait des gens qui étaient experts sur d'autres domaines, etc. Ça avait vraiment ce côté inclusif où tout le monde se sent concerné, et comme en plus les jeux étaient variés, quand il y avait un moment où c'était peut-être un peu moins intéressant pour tel public, bah, ça l'était beaucoup plus pour l'autre. Et ainsi de suite. Et du coup, ça permettait de prendre le relais et de pas toujours être sur un même format qui va convenir que à un seul type de population. Et du coup, je trouve que voilà, d'inclure des jeux comme ça ramène aussi au côté peut-être des fois un peu enfant, sans qu'on traite des sujets d'enfants. Mais voilà, il y a un petit peu ce côté-là aussi qui se dit bah, c'est facile, je peux moi aussi m'impliquer dans ce petit jeu. Je sais pas, Antoine, si tu avais quelque chose à ajouter aussi sur ce sujet. Moi, je voulais juste apporter un élément de réflexion à la question de Stéphane. C'était de dire, en fait, qu'est-ce qu'un jeu? Ça peut être une activité ou ça peut être un support à une activité, mais est-on obligé de l'étiqueter jeu? Parce qu'après tout, quand on utilise des cartes ou un autre outil avec des clients dans le cadre d'ateliers ou de formation, on peut aussi les annoncer comme étant un support d'activité, un matériel. Mais sans jouer les filous, on n'est pas non plus obligé d'utiliser le mot jeu, même si c'est ce à quoi l'on pense, ou notre façon d'envisager une activité ou un support d'activité pour néanmoins s'en servir ensuite. Donc je voulais juste apporter ce petit élément de réflexion. Si ça peut aider à dédramatiser ou paraître moins enfantin, et donc en ce sens-là, être mieux accepté, ou en tout cas l'idée d'y aller et d'utiliser le jeu en question, pourquoi pas? Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça rejoint. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Désolé, je voulais compléter. Nous, on intervient du coup sur de la conception aussi de jeux ou d'ateliers ludiques ou d'outils ludiques de façon générale pour certains clients. Et généralement, du coup, effectivement, on leur conseille de ne pas parler de jeux, dans le sens où, effectivement, ça peut faire peur à certaines personnes quand elles n'ont pas eu le temps de voir concrètement ce qui allait se passer ou ce genre de choses, parce qu'on peut se retrouver un peu attaché au terme jeu. Et inversement, pour des publics qui sont plutôt joueurs, se dire ah tiens on va faire un jeu, c'est trop cool, puis après on se retrouve avec quelque chose qui finalement est un peu moins ludique parce que notamment il a d'autres objectifs que simplement passer un bon moment. Ça peut décevoir en fait les personnes qui s'attendaient du coup à une partie de, je sais pas, d'une Imperium ou ce genre de jeu. Donc je pense que c'est plus simple de parler d'outils, d'ateliers, éventuellement mettre en avant le fait que ce sera ludique ou collaboratif, ou voilà, faut trouver le terme qui colle à votre façon de travailler, mais en n'utilisant pas le terme jeu, je pense qu'on est un peu plus tranquille. On va parler de véhicule pédagogique. Comme ça va tout le monde. Le truc, personne ne comprend rien. Pour le coup, il y a quelques personnes. Ça c'est sûr. Pour le coup, il y a quelques personnes qui travaillent sur la gamification et qui, pour ne pas utiliser ce terme-là, je ne sais pas exactement du coup pourquoi, ils utilisent le terme design ludo-persuasif. Et pour le coup, c'est bien aussi, en France, ils sont deux à l'utiliser ce terme-là, mais c'est tout. Ah oui, sur référencement Google, pas top, mais bon. Ouais, bizarre. Du coup, ça rejoint un petit peu la question aussi de Cédric dans l'onglet questions, qui est donc il y a des entreprises qui ne sont pas encore forcément ouvertes donc à la mise en place de jeux dans les ateliers, donc c'est un peu le sujet qu'on vient d'aborder, mais du coup, on complète avec quels arguments ou comment arrivez-vous à placer ces ateliers? Donc là, on est peut-être un peu plus en amont de la démarche. Pour le coup, je pense que ça dépend un peu des ateliers et de pourquoi du coup on utilise un support ludique pour tout ça. J'ai la réflexion avec un client en ce moment qui cherche à trouver un peu d'autres arguments pour mettre en avant la gamification. Et par exemple, dans son cas, donc c'est plus sur un logiciel, en fait, il y a pas mal de stats qui sont montrés sur le fait que de nombreuses personnes trouvent le sujet important, mais pour autant difficile de s'engager dessus. Donc là, je parle de la RSE. Et il y a pas mal de stats également qui viennent montrer qu'on a en fait plus d'engagement quand on passe par
par des logiciels qui sont gamifiés. Et du coup, ça peut être des arguments qui sont assez efficaces. Nous, dans notre cas, on arrive assez bien à montrer que les jeux qu'on utilise, notamment sur des ateliers UX, sont vraiment efficaces pour générer plus facilement des idées ou pour avancer plus vite vers une bonne solution, ce genre de choses. Et généralement, du coup, avec quelques arguments, les gens sont prêts à tester. Et puis, une fois qu'ils ont testé, en général, ça se passe bien. Donc voilà. Et Lionel et Antoine, vous avez d'autres arguments? Je dirais qu'il y a peut-être plusieurs choses. Il y a des ateliers sur lesquels tout l'atelier va être sous format ludique. Ça peut être le cas des Lego Sales Play. Et puis là, malgré tout, la majorité des ateliers, en tout cas que moi je peux mener, des jeux, l'utilisation de jeux est saupoudrée, j'ai envie de dire, à différents moments de l'atelier. C'est pas forcément une journée complète de jeu, en fait. Parce qu'il y a des moments où on va être plus sur du factuel, même si le jeu permet d'aller chercher du factuel, mais plus sur la formalisation ou les outils plus classiques, les canvas divers et variés, etc. Donc, je pense qu'il faut rapprocher, c'est ce que j'entends avec Alexandre, sur quelle est l'intention avec laquelle on utilise chacun des outils qu'on prend, en fait. Donc, à partir de là, il n'y a pas de raison que ça passe pas, en fait. Et après, s'il y a des freins, effectivement, il faut faire œuvre de pédagogie en amont. Il faut présenter peut-être des références qu'on a déjà eues par ailleurs, mettre les gens en contact peut-être avec d'autres clients. Et puis, j'ai envie de dire, il y aura de toute façon toujours des grincheux. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas des clients, quoi. Enfin, ils ne seront peut-être pas adaptés à ce genre de choses. Je sais pas. Et dans ce que tu dis aussi, Lionel, de saupoudrer et de varier, ce à quoi je pense aussi, c'est que qui dit utiliser des jeux, c'est pas toujours sortir une boîte et donc avoir un jeu à en déballer, mais on connaît tous plein de façons d'animer des ateliers, donc à travers des activités, le speedboat ou autre, on pourra en citer plein, mais ce sont aussi des jeux, et c'est pour dire qu'un jeu n'a pas nécessairement à être physique, à être déballé d'une boîte, et que on peut là encore percevoir un jeu comme étant de façon générale une activité où on va embarquer les participants. Et est-ce que en soi ça constitue pas une forme de jeu, quoi. Et je reviens un peu à la réflexion de tout à l'heure, c'est quoi un jeu et c'est quoi un jeu sérieux quelque part. Ouais, je trouve que le speedboat c'est un bon exemple, ouais. Oui, peut-être pour rappeler, le speedboat, c'est quand on dessine un bateau sur un paperboard et qu'on dit la voile, ça correspond aux choses qui nous poussent vers l'avant, qui nous font avancer dans le projet, par exemple. L'encre, c'est plutôt ce qui va nous tirer vers le bas, ce qui va nous freiner. Donc voilà, ça permet de faire ça sous forme de métaphore plutôt que d'avoir juste un tableau avec des plus et des moins, quoi, grosso modo. Mais ouais, carrément. Et je vous rejoins aussi sur le fait qu'effectivement, c'est pas forcément un jeu physique, mais ça peut être même une façon de faire. C'est-à-dire qu'on peut très bien utiliser un Canva très classique, mais amener du jeu dans la façon dont c'est animé. Dire tiens, il y a un petit concours entre les groupes, ou tiens, dans chaque groupe, vous avez un espion qui va aller espionner ce que font les autres. Du coup, ça peut être aussi des choses comme ça qui, en fait, viennent ludifier un petit peu l'animation et changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et les gens se prêtent très facilement au jeu. Vous leur dites, il y a un espion dans votre groupe qui va aller voir ce que font les autres. Mais alors là, c'est des gamins, quoi. C'est diabolique, Carole. Mais enfin, ouais, ça marche très bien. Et alors qu'on est en train de travailler sur un support très, très sérieux et voilà, qui va faire avancer le projet. Donc, Carole, par association d'idées, à propos d'être diabolique, je pense qu'il y a deux jeux dont on a déjà échangé ensemble qui sont absolument à faire découvrir aux personnes qui sont là avec nous aujourd'hui. C'est le Burktionary et l'UX Devil par Akiani, qui sont deux jeux qui surfent sur le même principe. C'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour obtenir l'exact inverse de ce qu'on voudrait obtenir. Et donc, en ce sens-là, c'est un peu jouer l'anti-problème, parce que c'est beaucoup plus facile pour nous d'envisager ce qui se passera mal plutôt que ce qui se passera bien. Et donc, en envisageant ce qui se passera mal, ensuite, on retord le problème pour le ramener positivement et retransformer ça en objectif véritablement à atteindre. Et donc, c'est deux super matières qui sont très intéressantes. Ouais, complètement. Des jeux, il y en a des tonnes. D'ailleurs,
Si je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous avez d'autres, je vois qu'il nous reste 7 minutes. Est-ce que vous avez d'autres jeux que vous souhaiteriez partager avec les personnes qui s'y présentent aujourd'hui? D'autres pépites? Allez, j'aimerais proposer The Big Idea. À ma connaissance, il est plus commercialisé. Moi, je l'avais acheté sur le site Emmaüs, mais vous le trouverez sur le marché de l'occasion. L'idée, c'est de piocher 2 cartes, un objet et un adjectif, ce qui fait une invention. Et en fait, vous devez, en petite équipe, imaginer en quoi consisterait cet objet nouvellement créé. Et après, aussi et surtout, vous devez le pitcher aux autres pour faire valoir son intérêt. Donc aussi bien qu'en termes de créativité sous contrainte que de pitch, je trouve que c'est une très bonne matière. Yes, ouais, on l'avait testé ensemble, c'était assez rigolo. Je vois juste qu'il y a, avant de continuer le tour de table des jeux, il y a une question de Patrick qui dit concernant les ateliers à distance. Est-ce que justement le fait que ce soit ludique, ça peut permettre d'obtenir un meilleur résultat? Est-ce qu'un atelier ludique capte l'attention davantage qu'un atelier classique? En ce qui me concerne, avec le Covid, on a développé, je pense tous, nos capacités de gérer à distance. Et en ce qui me concerne, ça demande plus d'énergie, mais il y a, à mon avis, à développer effectivement le côté varié ludique. Parce qu'on persiste, enfin, vous l'avez tous, j'imagine, testé, validé, mais enfin, vécu, je voulais pas dire validé, vécu l'expérience, mais on décroche plus rapidement à distance qu'en présentiel. Donc, le ludique, je pense, probablement est à considérer encore plus que. Enfin, pas pour les mêmes raisons, en fait. C'est pas pour les mêmes raisons, en fait. Oui. Oui, je te rejoins là-dessus. C'est que du coup, quand tu intègres des méthodes ludiques, en général, les gens sont encore plus actifs, en fait, pendant ces moments-là. Et le fait d'avoir des choses ludiques, comme elles sont actives pendant ces moments-là, elles sont pas passives en train de dormir derrière leur ordi. Et du coup, ça les engage plus. Et je trouve que ça marche mieux. Et en plus, on peut intégrer aussi des méthodes ludiques, un peu de surprise et d'éveil. Moi, j'utilisais beaucoup ça quand je donnais des cours à distance avec les étudiants pour éviter qu'ils dorment. Du coup, je vais être encore diabolique. J'utilisais une roue pour tirer au sort qui est-ce qui allait devoir parler pour répondre à la question. Bon, voilà, c'est ludique, ça permet de réveiller les gens parce que du coup, ils sont est-ce que ça va être moi, ça va pas être moi, etc. Donc, et en même temps, c'est rigolo, ça les fait rire. Donc voilà, ça peut être aussi des petites astuces comme ça. Je sais pas si Alexandre Antoine, vous vouliez ajouter des choses sur cette question. Sur le volet atelier ludique à distance, comme disait Lionel, avec le Covid, on était obligé effectivement de faire en sorte qu'on soit en mesure d'animer, que ce soit atelier ou formation à distance. Nous, on utilise beaucoup Mural pour faire nos ateliers, mais en soi, d'autres outils de tableau numérique fonctionnent bien. On a déjà fait du Miro, du Klaxon, etc. Et effectivement, le fait d'avoir des petites activités ou des choses en fait où les participants sont acteurs, ça rend ça plus intéressant. Tout à l'heure, on parlait un peu d'exercice et tout ça. Nous, un truc qu'on utilise sur Mural, par exemple, en exercice un peu de créativité, c'est un visuel d'un hippopotame dans une baignoire. Et le but, c'est de mettre le plus de possible pour expliquer comment on peut le faire sortir de la baignoire, en n'étant pas forcément limité par le concret. On peut très bien imaginer donc, des situations fictives pour le faire sortir de la baignoire, et ça marche super bien. Et c'est un petit jeu exercice qu'on fait de temps en temps en 3 minutes, quoi. C'est assez efficace, quoi. Et moi, je voulais juste citer une co-animation de formation du laptop réalisée aux côtés de Jules. Et pour dire que Jules regorge de petits trucs et astuces pour remettre en mouvement les participants d'une formation, que ce soit avoir préparé une petite liste de musique pour faire deviner aux autres participants qui a choisi quel morceau, ou encore faire une petite mise en mouvement après le déjeuner pour redémarrer l'après-midi à travers quelques postures de yoga. Alors, est-ce que ce sont des jeux ou pas? En tout cas, c'est des façons de mettre en mouvement et d'impliquer les participants. Et à distance, ce genre de petits trucs et astuces, quand ils sont saupoudrés, je pense que ça permet de reconnecter les participants au formateur ou à l'animateur, si tant est qu'à un moment, ça devient un peu dur, quoi. Yes.
Super. Je vois qu'il reste 2 minutes. Est-ce que vous avez un dernier jeu à partager avant de partir ou un dernier conseil ou une dernière chose que vous voulez partager? Bah, moi, en rebond d'Antoine tout à l'heure, j'ai une pratique que j'aime bien faire, c'est de proposer en entrée d'atelier quand un groupe ne se connaît pas ou a besoin de se connaître un peu plus, c'est de travailler sur le sabotage de la séance. De quoi est-ce qu'ils ont besoin pour saboter la séquence qu'on va faire ensemble? Et donc c'est l'anti-jeu en fait. Hein. Et une fois qu'on a fait ça, évidemment, et ça marche super bien parce que tout le monde se marre et parce qu'en plus tout le monde a une très très bonne idée de comment il va la saboter. Donc il n'y a pas besoin de pousser très fort. Et bien sûr, après derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le négatif, plutôt le positif. Du coup, de quoi est-ce qu'on a besoin pour que ça se passe bien et ça permet de mettre un pacte très facile et très naturel dans l'atelier qui arrive. Ouais, t'as raison, les trucs où il faut être diabolique, les gens aiment bien. Dernière chose, Antoine, tu veux partager une dernière chose? Alors pour ma part, oui, je suis en train d'expérimenter un jeu de cartes pour aider à apprivoiser les tests utilisateurs. Et à ce titre-là, j'ai fait une mini-version de ce prototype de jeu que je souhaiterais partager et rendre disponible via le Slack du laptop. Et donc, je partagerai un petit PDF à télécharger dans le canal Tools, prêt à imprimer. L'idée, c'est de vous proposer déjà 8 cartes pour aider à entrevoir des caractéristiques clés que peuvent prendre vos tests utilisateurs et puis jouer des combinaisons qui sont possibles, pas possibles. Enfin bon, je vous en dis pas plus, hein, ce sera à découvrir sur Slack la suite. Super, merci. Alexandre, un dernier mot? On n'en a pas parlé jusqu'ici, mais du coup, j'ai créé un jeu de cartes, alors je le mets là, hop, qui s'appelle les Gamificards, qui est un jeu de cartes pour générer plus facilement des idées de gamification. Donc c'est le jeu qu'on sert le plus en fait sur nos ateliers, vu que c'était vraiment un besoin qu'on avait sur les ateliers de réussir à impliquer tout le monde, tous ceux qui connaissent pas la gamification, et les aider à avoir des idées. Et pour le coup, on a la V2 qui a été financée il n'y a pas très longtemps sur Ulule, et donc bientôt les envoie des versions physiques, mais la version numérique est déjà en place. Et je vais vous mettre dans le chat le lien si vous avez envie. Il y a une version qui est téléchargeable, donc ça peut être sympa pour tester un petit peu tout ça. Hop. Yes, Plus rapide. trop bien. J'ai mis le lien vers ton site pour les cartes. Yes, nickel. Ok, super. Ben, merci à tous en tout cas pour vos partages. Donc j'espère qu'on vous a donné pas mal de ressources, pas mal de clés pour pouvoir intégrer beaucoup plus souvent et sereinement les jeux dans votre activité. Parce que c'est quand même, au-delà du côté fun, c'est quand même hyper efficace. Donc, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. Donc voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Jordan. Oui, merci déjà Alexandre, Lionel, Antoine et Carole, c'était génial. Moi j'ai juste un petit mot à ajouter, c'est que ce jeudi on a un autre événement consacré au legal design. Donc je vous mets juste dans le Slack, dans le chat, les liens vers l'événement. Donc c'est un événement, c'est le podcast du laptop qu'on enregistre dans nos locaux, que vous pouvez participer à l'enregistrement en présentiel ou suivre l'enregistrement sur Livestorm. Et ce sera donc consacré au legal design. Yes, merci beaucoup. Juste pour vous dire aussi que si les personnes qui suivent les Design Bento Box ont l'habitude de me voir, je vais faire une petite pause sur l'animation parce que j'attends un heureux événement, un petit bébé. Donc voilà, juste pour vous dire que je fais une petite pause et que je reviendrai certainement plus tard. Et que par contre, ça continue toujours. Donc le mois prochain, c'est Zaliata qui animera le prochain. Tu peux peut-être annoncer le sujet peut-être en... Tout à fait. Jordan. Merci Carole. Et encore félicitations. Merci. Et oui, du coup, le prochain épisode sera avec Zaliata, qui est aussi mentor et formatrice au laptop. On parlera de user research et plus particulièrement des outils dédiés à la user research et notamment aux tests utilisateurs. Voilà, on vous en dit plus bientôt. Beau programme. Donc, restez connectés pour la suite. Et puis les autres sur YouTube, si jamais vous avez raté des choses. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation et à nos invités. C'était très intéressant. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Ouais, merci à tous. À bientôt. Au revoir.